Bonjour à tous, bienvenue dans Historia Universalis, l'émission qui vous parle d'histoire politique. Aujourd'hui, dans ce deuxième épisode consacré aux guerres médiques, je vais aborder avec vous ce que les Grecs ont appelé la première guerre médique. Terme ethnocentré, car comme on l'a vu, ce n'est pas la première guerre opposant les Grecs aux Perses. Et les Perses ne sont pas que des Mèdes. Les Grecs ioniens et les Pontiques se sont déjà révoltés et ont subi soit une dure répression, soit une honorable soumission. Point méthodique, ce qui nous intéresse plutôt dans cette vidéo est la dynamique stratégique et politique du conflit. Vous avez sans doute déjà entendu la citation de Clausewitz, la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Cela est parfaitement vrai et s'applique aux guerres médiques qui mettent face à face des adversaires très politisés et qui ne manquent pas de part et d'autre d'adresse. Concrètement, une guerre vise un certain but stratégique. Pour cela, il faut mettre en œuvre des opérations militaires qui doivent produire le résultat attendu en infléchissant la volonté de l'adversaire. Le niveau tactique, pour simplifier, est celui de la bataille, qui est un moyen parmi d'autres d'atteindre ses objectifs. Dans cette vidéo, je n'ai donc pas l'intention de revenir en détail sur les diverses batailles, d'autant que les sources grecques sont hyperboliques sur la taille des pertes et de l'armée perse. Ce qui nous intéresse vraiment est la dynamique des opérations et leurs effets politiques. La finalité d'un conflit n'étant pas de détruire l'adversaire, mais d'obtenir ce que vous voulez. Dans la foulée de la reprise de Milet, les Perses se préparent à intervenir avec comme objectif la prise des Cyclades, la reprise de la Thrace et de la Macédoine, ainsi que la punition d'Athènes et de Érétrie pour leurs interventions aux côtés des rebelles ioniens. Ce dernier objectif ne vise bien évidemment pas seulement Athènes, mais envoyer un message politique clair aux autres cités et États grecs. On voit donc que la première guerre médique est en continuité avec la révolte ionienne, et qu'elle a des objectifs relativement bien délimités. Ce n'est absolument pas une guerre totale ayant pour but la mainmise sur la Grèce. Il en découle que le corps de bataille perse, bien que conséquent, ne constitue qu'une portion de leurs forces, l'essentiel étant constitué des forces du satrape de Lydie et des cités grecques ioniennes qui combattent pour les Perses. En revanche, pour les Athéniens et les Érythréens, toutes deux cités encore modestes à ce moment-là, les enjeux sont beaucoup plus importants puisqu'il s'agit de leur propre survie. Ce qui pour les Perses est un simple raid va devenir pour les Grecs un événement extraordinaire. Le premier choc extérieur mettant en cause le système des cités indépendantes, leur faisant également prendre conscience de leur désunion, mais aussi des valeurs qui font l'identité de leur système politique. En 492, Mardonios, le gendre de Darius, assure le commandement. Et il franchit les détroits de l'Hellespont avec une armée d'environ 20 à 25 000 hommes. Il est secondé par une partie de la flotte perse de centrières environ, qui a pour mission de le ravitailler et d'attaquer Thasos, ce qui est fait avec succès. Il reprend le contrôle de la Thrace et la Macédoine réitère sa soumission nominale à l'Empire. La flotte perd cependant la moitié de ses effectifs dans une tempête, ce qui met fin à la campagne pour cette année, l'armée perse ne pouvant opérer sans le soutien de la flotte. En 491, les Perses ouvrent la campagne avec des ouvertures diplomatiques, en demandant la soumission nominale de nombreuses cités grecques, ce que plusieurs s'empressent de faire. Athènes et Sparte refusent et hésitent. Artapherne, neveu de Darius, mène cette fois la campagne avec 25 000 hommes et 2 centrières. Il s'adjoint également l'aide de l'ancien tyran athénien, Hippias, qui lui conseille d'attaquer d'abord les Cyclades et Érythrée. Embarquée à bord de la flotte, l'armée perse capture Naxos et Délos, s'assurant le contrôle des Cyclades, puis met les voiles droit sur le B où se trouve Érythrée. Les Athéniens ont envoyé des renforts, mais les dirigeants de la cité hésitent et renvoient les Athéniens. Après moins d'une semaine de siège, ils se rendent et subissent une répression féroce. La cité est ravagée et la population déportée au bord du golfe Persique. Paniqués, les Athéniens appellent à la rescousse les Spartiates, mais les Perses qui connaissent
grâce au roi spartiate exilé Démarate, les dates des fêtes religieuses spartiates synchronisent leur offensive pour frapper les Athéniens avant l'arrivée des renforts lacédémoniens. Les Athéniens ne disposent donc que de 8000 hoplites, auxquels s'ajoutent 600 hoplites platéens et un nombre sans doute considérable d'auxiliaires faits d'esclaves libérés et de métèques. Artapherne, sur les conseils d'Hippias, débarque à Marathon, où la plaine favorise la cavalerie perse. Il cherche à attirer l'armée athénienne loin de sa cité. Soit il acceptera la bataille dans des conditions favorables, soit la feinte aura attiré les Athéniens loin de leur cité et il pourra frapper directement la ville en utilisant la flotte. Les Athéniens tergiversent mais finissent par se porter à Marathon. Ils surprennent les Perses en train de rembarquer pour attaquer Athènes. Les stratèges ne sont pas d'accord entre eux sur l'attitude à tenir, mais finalement Miltiade convainc ses homologues de jeter toutes leurs forces à l'attaque. Dans une position défavorable, les Perses sont bousculés et perdent environ 20% de leurs forces et une vingtaine de navires sur la plage de Marathon. Néanmoins, la flotte perse vogue vers Athènes. Il faut aux Athéniens marcher toute la distance entre Marathon et Athènes en une dizaine d'heures. Épuisés, ils arrivent devant les plages, juste avant les Perses. Voyant que les Athéniens les attendent sur les plages, les Perses décident de ne pas engager le combat et se retirent. La première guerre médique est-elle une victoire grecque pour autant? C'est-à-dire ont-ils atteint leurs objectifs? Indéniablement, pour Athènes, le but était de survivre, et cet objectif est réalisé. Elle établit ainsi son prestige face aux Lacédémoniens, qui arrivent en retard à Athènes et montrent aux autres cités grecques qu'une résistance est possible. Son modèle de citoyen soldat et sa capacité à mobiliser la population autour de son système politique lui ont clairement donné un avantage. En revanche, le conflit est loin d'être une défaite pour les Perses. Leurs pertes sont dérisoires au regard des moyens disponibles et ils ont atteint presque tous leurs objectifs. Les Cyclades, la Thrace et la Macédoine reviennent dans le giron de l'Empire et l'exemple d'Érythrée a refroidi les ardeurs belliqueuses de nombre de cités grecques. Plus aucune n'ose interférer dans les affaires perses en Méditerranée orientale. Le seul point noir de l'expédition est la résistance athénienne qui représente un outrage intolérable au roi des rois. Celui-ci planifie une nouvelle campagne pour l'année suivante, cette fois avec plus de moyens, mais il doit détourner son expédition vers l'Égypte en raison d'une rébellion sur place. Et l'Égypte est alors bien plus importante que la Grèce. Darius meurt sans avoir écrasé Athènes, son fils Xerxès monte sur le trône et lance dès 485 les préparatifs de ce qui est cette fois une véritable force d'invasion. Sur l'ensemble de la campagne, les Perses montrent toute leur habileté par l'excellente combinaison des moyens militaires et diplomatiques. Ils utilisent à leur profit les divisions des Grecs et mettent largement en œuvre la pratique de faire combattre à leur côté les troupes locales. Contrairement à une lecture superficielle de l'histoire, il ne s'agit pas d'un choc de civilisation, il y a presque autant de Grecs du côté perse que chez les défenseurs. De plus, les Perses ne se montrent pas extrêmement exigeants vis-à-vis du pays conquis, laissant leur autonomie aux cités, et exigeant avant tout une soumission nominale, qui correspond à leur propre idéal de souveraineté universelle. Le roi des rois règne sur les rois. Si les cités grecques se battent bien pour conserver leur indépendance, on voit qu'elles sont loin de se battre pour la démocratie, les lois ou la liberté, ces régimes existant aussi dans les cités sous domination perse. S'il est possible de faire une comparaison, la Perse serait même plutôt avancée en termes d'état de droit et de civilisation des mœurs. De plus, il est utile de souligner que les Grecs n'ont pas conscience de former encore réellement un ensemble uni. Les dissensions exploitées par les Perses révèlent à quel point le comportement de chaque cité est opportuniste et dicté par les conditions du moment. Enfin, contrairement à un mythe répandu, les Perses ne sont pas de mauvais soldats qui seraient en infériorité technologique. Contrairement à la propagande grecque, les soldats perses, quand ils ne sont pas eux-mêmes grecs, sont d'un bon niveau d'entraînement et d'équipement. S'il est besoin de le prouver, ils viennent de conquérir la quasi-totalité du monde connu de l'époque et de mettre au tapis l'Égypte et Babylone, deux grandes puissances considérables.
Certes, les citoyens grecs sont plutôt correctement entraînés, et les incessantes guerres que se livrent les cités en font des combattants corrects, mais ils sont inaptes à manœuvrer eux-mêmes ou à conduire des opérations complexes. Les Athéniens sont restés à quelques dizaines de kilomètres de leur base et chaque cité a été écrasée sans aucune coordination planifiée. La victoire de Marathon est essentiellement due à la surprise de l'attaque athénienne et au manque de mobilité des Perses acculés sur la plage. La première guerre médique est donc un succès en dépit de l'affront de Marathon qui justifie pleinement de remettre le couvert quelques années après.